Bonjour à toutes et à toutes, ravie de vous accueillir dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein de votre magazine En quête de sens, pour parler d'un sujet peut-être pas à première vue sexy aujourd'hui, pourtant il concerne notre sexualité. On va le voir avec nos deux invités. Sylvie Losberg, bonjour Sylvie. Bonjour. Alors Sylvie, vous êtes directrice études et stratégies au Centre d'Action Laïque, ainsi que présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Et Anaïs Pire, bonjour Anaïs. Bonjour Catherine. Vous êtes juriste et chargée de mission au Centre d'Action Laïque. Alors avec vous, on va parler code pénal sexuel. On le sait, notre code pénal date de 1867, il n'est plus tout jeune, il est en pleine réforme actuellement, notamment la partie droit pénal sexuel. J'avais envie de vous inviter, je vous invitais, pour en discuter entre nous, parce qu'il y a des avancées certes, mais qui ne sont pas du goût de tout le monde non plus. Il faut mettre des petits mais. Et le Centre d'Action Laïque et le Conseil des femmes francophones, nous avons deux voix aussi aujourd'hui, sont là pour pointer ce qui ne va pas. On va replanter le contexte avec vous Anaïs. Ce code pénal doit être réformé évidemment, mais depuis quand l'est-il par touche et aujourd'hui, qu'est-ce qui change fondamentalement ? Alors, la volonté de réformer le code pénal, vous l'avez dit, ne date pas d'hier. Et dès 2015, une commission d'experts composée d'universitaires, spécialistes en droit pénal, ont été chargés par le précédent gouvernement de proposer un tout nouveau code pénal, reprenant l'intégralité des infractions et posant de nouveaux principes. Alors, cette commission a rendu sa copie quelques années plus tard. Et le gouvernement s'est attaché à prendre en charge les enseignements de cette commission et à apporter des modifications au texte. La commission n'était pas tout à fait ravie de ces modifications et a démissionné en 2017 pour marquer sa désapprobation par rapport aux modifications du gouvernement. C'est donc un nouveau texte et une nouvelle commission qui a été nommée par après. Et le projet de loi dont il est question aujourd'hui dans cette émission s'inspire de ce nouveau travail global de réforme du code pénal. Vous l'avez dit, ce n'est cependant qu'une partie de la réforme puisqu'on ne vise que les infractions sexuelles dans ce cadre. Alors aujourd'hui, il y a des avancées. On est là pour pointer les manquements, mais on va quand même un petit peu parler des avancées. Quels sont donc les points positifs de cette réforme ? Alors parmi les points positifs, on peut très certainement parler d'une nouvelle définition du consentement qui est appréhendée sous une lumière positive. On va donner les conditions pour qu'un consentement valable soit exprimé. Auparavant, on ne visait que les cas où le consentement était impossible, par exemple en cas de violence. Ce type d'impossibilité de consentir est reproduit dans la définition pour rendre compte de beaucoup de situations, mais cette formulation positive va sans doute permettre aux victimes de pouvoir faire le récit de ce qui leur est arrivé d'une manière plus large, en étant moins cadenassées par le prescrit de la loi. Et donc, c'est pour nous, en effet, une avancée. Quand on parle consentement, pour les auditeurs qui sont là et qui nous écoutent, c'est pas parce que je ne dis pas non que je dis oui, en gros. Hein. Donc, on va plus se baser sur un consentement a priori négatif. Tout à fait. On va pouvoir, on établit que le consentement doit être donné librement. Et par exemple, on vise spécifiquement dans la loi que le fait de ne pas résister, de ne pas bouger, ne veut pas dire qu'on a consenti. C'est écrit spécifiquement dans la loi. Avancé. Ça, c'est sur le fond. Et alors, sur la forme, Sylvie Losberg. Alors, peut-être quand même pour une autre avancée qui tient vraiment à cœur et qui est dans le cœur de l'actualité, c'est la question de l'inceste. Puisque auparavant, l'inceste n'était pas inscrit en tant que tel dans le code pénal. Bien sûr, on pénalisait les relations contraintes, etc., avec des mineurs, mais la notion d'inceste n'était pas inscrite en tant que telle. Donc ça, c'est aussi une avancée, d'autant que sur la question du consentement, il y a un peu un croisement, c'est-à-dire que l'inceste, évidemment, est toujours puni au sein des familles et bien sûr pour les mineurs, de manière, je crois, imprescriptible, si je ne me trompe pas, voilà, pour les mineurs. Mais l'autre élément sur lequel je voudrais revenir par rapport au consentement, c'est qu'en fait, le consentement, il n'est pas donné une fois pour toutes. Il y a aussi une temporalité de l'acte. C'est-à-dire que vous pouvez donner votre consentement à un baiser ou à une relation sexuelle, mais à un moment donné, vous pouvez dire maintenant stop, et si ce n'est pas respecté par le ou la partenaire, eh bien, il y a infraction sexuelle. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une volonté, en tout cas sur ces deux volets, de prendre en compte la réalité. Je ne vais pas vous faire un dessin sur le fléau de l'inceste dans nos sociétés, ni sur cette question des agressions sexuelles qui touche évidemment majoritairement des filles, et ça, c'est peut-être un élément sur lequel on reviendra, parce que ce n'est pas
compris en tant que tel et même pas dans les exposés des motifs de la loi, ce qui pour nous est un vrai problème. Alors pour vous, pour toutes ces voix qui s'élèvent et qui pointent du doigt cette réforme, il y a le fond et il y a la forme. Et cette forme, elle est rapide selon vous. On se précipite un petit peu là cette dernière semaine. C'est sûr que le ministre, c'est à marche forcée. Hein. Donc genre les auditions, c'était 12 à la suite. Et puis maintenant, il fallait que ça passe avant la fin de l'année. Et donc le vrai problème... Au niveau technique juridique, je vais laisser Anaïs répondre, mais sur le fond, qu'est-ce que ça veut dire de faire des auditions? Et franchement, sur les 30 associations ou personnes expertes auditionnées, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont dans le sens du texte, oui, qui ont été faites au Parlement. Donc, le Centre d'action laïque a été auditionné via sa présidente Véronique de Keyser et le Conseil des femmes également. Et donc, dans les auditions, on voit très bien que la majorité des experts et des associations qui sont amenés à donner leurs remarques ne vont pas dans le sens du texte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Associations de terrain qui pointent les dangers sur le terrain. Oui, tous les problèmes de ce texte qui est incohérent à pas mal d'égards. Et donc, la vraie question, ça va être, est-ce que les parlementaires, ou en tout cas le gouvernement, puisque c'est un projet de loi, va tenir compte de ces informations? Mais sur le plan de la technique, c'est vrai qu'il y a aussi un problème au niveau de la façon de procéder. Quel est le problème technique sur la façon de procéder? Tout à fait. Donc, Sylvie l'a signalé, vraiment, la volonté du ministre a l'air d'être de faire passer ce projet de loi au plus vite. Il parle déjà de son entrée en vigueur, alors que le texte n'a pas encore été discuté au Parlement. Les auditions viennent de se terminer. On a pu constater, comme Sylvie l'a dit dans les auditions, qu'il y a un vrai malaise d'un grand nombre d'associations de ne pas avoir été concertées, de ne pas avoir pu faire entendre leur voix préalablement à l'adoption de ce projet par le Conseil des ministres. Et donc, elle constate une certaine indifférence par rapport au terrain, vraiment sur une idée... C'est qu'on a envie de vite avancer pour vite régler les choses et puis hop, comme ça c'est fait? On peut le percevoir de cette façon-là, en effet. Je pense qu'en effet, la violence sexuelle est vraiment un fléau et quelque chose dont il faut tenir compte et à quoi il faut s'attaquer. Cependant, je ne pense pas qu'une adoption comme ça, rapide, sans tenir compte des besoins de la population... Parce que c'est touchy, parce qu'on n'a pas envie d'aller profondément dans les choses, on veut cadrer un petit peu, mettre des limites et puis, bof, pas trop s'en mêler. Et la sexualité est encore... voilà. Est-ce que c'est un retour vers l'ordre moral? Mais ce que vous dites est vraiment exemplatif. Parce que quand on parle d'infraction sexuelle, en réalité, on ne parle pas de sexualité. C'est des infractions, c'est des agressions dont l'objectif n'est pas, en fait, d'avoir une relation sexuelle en tant que telle. C'est, en fait, des processus de contrôle et de domination. De violence. Et de violence. Et si on ne tient pas compte des éléments objectifs, c'est-à-dire que ces infractions sexuelles sont commises à 90% par des hommes sur des femmes et des filles et des mineurs. Et donc ça c'est à ça qu'on doit faire face. Est-ce que c'est à ça que répond le projet de loi? En fait, j'en doute, parce qu'on ne travaille pas sur le phénomène. On dit on va augmenter les peines, on va les mettre plus longtemps en prison. Qu'est-ce que ça va changer? Et en plus de ça, les faits auront déjà été commis. Donc c'est vrai que le code pénal, c'est son rôle de sanctionner, mais c'est aussi son rôle de trouver des moyens pour empêcher, ou en tout cas entraver la commission d'actes par d'autres dispositifs. Et là, il n'y a rien du tout. Et en plus, je l'ai dit, on ne tient absolument pas compte du fait que c'est les filles et les enfants qui sont les premières victimes. Donc je ne sais pas comment on peut mettre en place des moyens sans tenir compte des causes du phénomène auquel on s'attaque dans ce code pénal. Et puis on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui englobent ce code pénal. Vous l'avez dit, agression sexuelle, inceste, prostitution, consentement, majorité sexuelle. Comment faire la part des choses dans tout cela? Est-ce que c'est forcément sanctionné ou Anaïs, justement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour prévoir une bonne vie sexuelle, je dirais, dans nos sociétés? Je pense que ce qui est fondamental, c'est de ne pas perdre de vue la raison d'être du droit pénal, qui est là, comme Sylvie l'a signalé, pour sanctionner des infractions. Et donc ne devrait intervenir qu'à la marge, qu'au moment où la sexualité devient violence, devient domination, et pas du tout quand elle se place dans un cadre épanouissant pour les individus.
On perd un peu ça de vue avec le projet de loi. On est confronté aux limites de l'outil pénal qui, en effet, n'a pratiquement pour objet que de sanctionner des comportements. Et donc, si vraiment l'objectif du gouvernement est de s'atteler à la question de la violence sexuelle, un des meilleurs moyens de le faire n'est pas dans le code pénal, mais bien par une approche globale de phénomènes de prévention, de sensibilisation, qui tiennent compte de toutes les spécificités de cette forme de violence. C'est ce que réclame le Centre d'action laïque, notamment. Tout à fait. Ce rapport à l'arsenal répressif est un petit peu particulier, c'est ce que vous pointez aussi. Sylvie, la sexualité n'est pas une infraction. Il y a aussi ce cas pas de consentement, de majorité sexuelle qui est assez typique. Expliquez-nous, il y a des cas concrets sur le terrain qui posent vraiment problème, avec des vies chamboulées. C'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas de définition. La majorité sexuelle, ça n'existe pas en tant que tel sur le plan juridique. Mais on peut, évidemment, en fonction de l'âge des personnes, se dire elles ont la possibilité de donner leur consentement ou pas. C'est pour ça qu'on met une limite. Et la limite pour l'inceste, je l'ai dit, c'est 18 ans. Mais ici, on assiste à un retournement parce que non seulement sur le plan des infractions sexuelles, on ne tient pas compte des causes du phénomène, c'est-à-dire quand même un problème global dans la société, la culture du viol et la domination des uns sur les autres, mais on essaye de nous faire croire que, au fond, entre jeunes, avant 16 ans, eh bien, il n'y aurait pas de consentement, en fait. Voilà. Ça, c'est ce que dit le texte. Alors, il met un moyen un peu de tempérance en disant, enfin, s'il n'y a que 2 ans de différence entre les deux jeunes qui font l'amour, alors on peut se dire qu'il n'y a pas de viol. 2 ans et demi, c'est déjà foutu. Oui, donc ça veut dire que vous avez 16 ans et demi et vous faites l'amour avec votre copine qui a 14 ans, vous copine pouvez régulière, accepter et qui a des relations avec vous, voilà, et qui vous aime, etc. La moindre dénonciation. Absolument. Et d'ailleurs, malheureusement, on a vu un cas il n'y a pas longtemps à Liège où c'était 2 jeunes, 16 et 14 ans, et voilà, le gamin, il a été condamné. Il a été dénoncé par son assistante de probation. Enfin, bien sûr, il faut qu'il y ait une dénonciation, mais enfin, on ne sait jamais. Je veux dire, dans les familles, il peut y avoir des problèmes, des rivalités, et ce sont les jeunes qui seront pris en otage. Et surtout, pour nous, le vrai problème, c'est de dire aux jeunes, attention, la sexualité, c'est très dangereux avant 16 ans. Là, retour de l'ordre moral, peut-être. Je pense qu'en tout cas, on n'est pas face à un ministre de la Justice progressiste et qui va dans le sens de nos revendications d'une sexualité émancipatrice pour laquelle il faut des cours d'éducation sexuelle à l'école. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a quand même dit, aussi bien le Conseil des femmes que le mouvement laïque aux auditions. On s'intéresse à la question de la sexualité, mais éduquer nos enfants, leur donner des animations en classe, les laisser parler, tout ça, il n'y a pas. Et c'est pourtant les mêmes partis qui sont dans les régions qu'au gouvernement. On va dire un mot de l'EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais qu'en courent ces jeunes? Par exemple, ce jeune de 16 ans, qu'en court-il? Alors, ça c'est aussi intéressant parce que normalement, ça va jusqu'à 20 ans de prison, je crois, maintenant. Et en fait, il a reçu 1 an. C'est déjà énorme, enfin, je veux dire, c'est déjà... À 16 ans, passer 1 an en prison? Oui, c'est vraiment grave. Et surtout, ce que je trouve, c'est que ça, c'est un message qu'on fait passer aux jeunes. Mais de l'autre côté, quand on parle de prostitution, on dit la prostitution, ça peut être librement consenti. On ne va plus pénaliser les proxénètes, comme c'est le cas maintenant, sauf dans quelques circonstances. Donc le message très clair, c'est avant 16 ans, la sexualité, c'est dangereux, c'est interdit. À 18 ans, vous pouvez aller vous mettre sur le trottoir, pas de problème. Et pour nous, ça pose vraiment la question, quel projet de société on veut? Comment est-ce qu'on parle à nos jeunes de la sexualité d'un côté et de l'autre côté, de l'exploitation sexuelle? C'est pas la même chose. Ici, c'est un peu, on articule un peu tout ça comme si c'était le même champ d'exercice de la justice. Et pour moi, on est vraiment devant un problème grave, parce que si ce code passe, ça c'est pour des décennies à venir. Et donc là, on a quand même... C'est pour ça que je dis... comme il n'y en a pas beaucoup touché, maintenant qu'on y touche, ça va être pour durer, évidemment. Anaïs, vous qui êtes juriste, justement, juridiquement, ça va être compliqué. Bon, Sylvie le dit sur le terrain, déjà par les acteurs de terrain et les acteurs sociaux, ça va être compliqué. Mais juridiquement, est-ce que
cette réforme du code pénal va simplifier, clarifier les choses ou au contraire compliquer, complexifier les décisions? Alors c'est une question absolument fondamentale et en réalité, c'est difficile d'y répondre dans l'état actuel des choses. Puisque pour certains points, en réalité, la réforme tient compte de ce qui se fait déjà devant les cours et tribunaux, par exemple. Je vous parlais du consentement, sur le fait que ne pas résister à l'acte sexuel ne vaut pas consentement. C'est déjà prévu par les cours et tribunaux. Donc on ne s'attend pas à un changement radical. Par contre, il y a d'autres questions qui restent en suspens, notamment sur différents éléments, par exemple de la notion de consentement qui est centrale, et sur la question des peines également, comme Sylvie l'a signalé. Toutes les peines explosent dans leur quantum, mais en réalité, on ne sait pas très bien comment elles seront appliquées, comment les poursuites auront lieu. C'est un argument qu'on entend souvent en disant on ne va pas pénaliser la sexualité consentie des jeunes, mais en réalité, il n'existe aucune garantie qu'un jeune, ou plutôt que de deux jeunes ensemble qui entretiennent une relation normale, consentie, suivie, amoureuse. Ne soit pas pénalisé à un moment. Tout à fait. Et dénoncé. Et ça va être à l'appréciation du juge, il ne faut pas croire. Et là, on est quand même devant un gros problème. Parce que les jeunes fragilisés ou de milieux qui sont moins favorables à l'acceptation de leur développement, de leur épanouissement, eh bien, eux, ils vont se retrouver devant la justice et les autres pas. Et donc, vraiment, pour nous, la question de cette majorité sexuelle, de la libéralisation du proxénétisme, puisque la prostitution n'est pas pénalisée en Belgique, je le rappelle. Et donc tout ça sans l'EVRAS pour les jeunes et sans aucun moyen mis en œuvre pour aider les femmes à sortir de la prostitution. Là aussi, la prostitution, ah ben non, c'est la prostitution, tout le monde confondu, les femmes, les hommes, les personnes trans. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible de dire des choses comme ça. 85% des personnes prostituées sont des femmes et elles ne le font pas parce qu'elles ont envie de s'envoyer en l'air avec un client. Et alors, elles le font pour des raisons financières. L'explosion de la prostitution des jeunes. Et l'autre volet, c'est celui-là. Bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au fond, on voit que la prostitution des mineurs explose. En Belgique, on n'a pas beaucoup de chiffres, mais la France vient de faire un rapport ici l'été dernier, plus 70% en 5 ans. Et on le voit chez nous, Sugar Baby, Sugar Daddy, les jeunes... Rappelez Sugar Baby, Sugar Daddy pour ceux qui n'auraient pas... C'est en fait une entreprise qui propose de mettre en relation des jeunes femmes étudiantes qui n'ont pas les moyens de payer leurs études, souvent, avec des messieurs qui ont de l'argent dans la vie, voilà, et que eux finalement, ils vont les mécènes contre quelque chose, et ce quelque chose, c'est sexualité. Voilà, c'est des rapports sexuels contre argent. Et donc, ce phénomène, ce n'est pas un fantasme. Mais ça, il n'y a pas. Voilà. Ici, on ne tient absolument pas compte de ça. Et même si le code pénal est là pour sanctionner, le législateur, son rôle premier, c'est de protéger les citoyens et de protéger les plus vulnérables. Et ici, ce n'est fait ni pour les femmes, ni pour les enfants ou les mineurs. Et donc, moi, je trouve qu'on doit vraiment trouver un moyen pour stopper ce processus. Mais ça, c'est le Parlement qui doit le faire. On verra bien. Anaïs, Sylvie, est-ce que ce code pénal modernise la vision justement, qui a cours? Est-ce que dans notre société, est-ce que la modernisation de nos sociétés est prise en compte? Par exemple, violence, harcèlement sur la toile, le web. On voit pas mal de suicides de jeunes qui sont harcelés. C'est une donnée qui a été prise en compte ou pas du tout? Alors, il y a... Toutes mes excuses. Il y a en effet une attention à différentes infractions qui ont été adoptées ces dernières années. Je pense par exemple au revenge porn, donc la diffusion d'images à caractère sexuel sans l'autorisation de la personne sur ces images. C'est en effet pris en compte par le projet et on sent la volonté du législateur de coller à l'époque, ne fût-ce que sur des moyens techniques. Par contre, on peut se poser la question de quelle effectivité on verra sur le terrain, de comment est-ce que la police et la justice peut prendre en charge ces nouvelles formes de criminalité, si je peux dire. Donc, au niveau des infractions, en réalité, elles sont toutes assez larges. Et il est difficile d'imaginer une infraction qui ne serait pas couverte par le code pénal actuel. Alors, c'est souhaitable et c'était vraiment l'objectif de la commission de réforme qui voulait un code pénal qui soit plus simple à lire, plus cohérent, plus pertinent, dont les gens pourraient saisir pour comprendre. On imagine que la définition étendue du consentement pourrait notamment jouer un peu un rôle
de sensibilisation également, que dans la loi, on puisse comprendre ce qu'est un consentement. Par contre, comme on a déjà pu l'exposer, il est difficile de savoir comment la mise en œuvre de tout cet instrument gigantesque se fera. Et nous avons quelques doutes sur vraiment l'efficacité de ce mécanisme. Alors, une question peut-être naïve de ma part, mais vous m'avez dit, Anaïs, que depuis le 2015, le projet est sur la table et a été rédigé par quelques universitaires. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui seulement, on fait appel à vous, aux associations de terrain? Pourquoi est-ce qu'on vous demande seulement maintenant, au Centre d'Action Laïque, au Conseil francophone des femmes, votre avis? Pourquoi ne pas l'avoir fait il y a des années déjà? C'est souvent ce que les associations regrettent, hein, c'est de ne pas avoir été associées au débat. Et ça se faisait quand même davantage auparavant. Il y a eu déjà des débats, par exemple, sur la majorité sexuelle. Et je me souviens, il y avait des groupes de travail, on envoyait avec d'autres. Hein, je veux dire, ce n'était pas le CAL d'un côté, le Conseil francophone des femmes de l'autre. Ça pouvait être des experts ensemble qui se mettaient pour dégager des pistes et montrer aussi aux législateurs les effets parfois pervers sur le terrain d'une loi ou d'une disposition qui en soi semble favorable, mais qui peut parfois être mal appliquée ou interprétée. Donc, bien sûr, c'est aussi un souci aujourd'hui, c'est que la Belgique, au fond, elle se repose beaucoup sur le monde associatif pour prendre en charge, que ce soit au niveau interpersonnel, etc. Non, mais je veux dire, là, ce sont des individus. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de missions de l'État qui sont déléguées au monde associatif en Belgique. Mais en même temps, on voit un État fédéral ou régional, plutôt du nord du pays d'ailleurs, qui essaye de cadenasser un petit peu ces voix qui s'élèvent contre, je dirais, la volonté du législateur ou du gouvernement et un peu de les cadenasser. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié, mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, on nous appelle pour nous entendre, et c'est ce que je disais au début, mais il ne faut pas seulement nous écouter, il faut aussi nous entendre, c'est-à-dire comprendre ce qu'on dit et en tenir compte. Et là, j'ai plus de doutes. Et ça, c'est pour nous vraiment un souci, parce qu'alors, du coup, on travaille, on amène nos analyses, nos études, et on essaie de faire bouger les lignes, et on a un petit peu, parfois, l'impression de servir d'alibi. Oui, parce que vous appelez, quand le texte est presque complètement rédigé et prêt à être signé, c'est un petit peu tard. Oui, et puis je peux vous dire, c'est quand même près de 500 pages, et il faut quand même avoir les forces vives pour le faire, et toutes les associations ne l'ont pas non plus, hein. Un petit mot sur les VRAS, Sylvie Losberg, parce que bon, voilà, on a bien compris la problématique. Maintenant, il faut prévenir plutôt que guérir, dit-on souvent. C'est une donnée qui n'est pas encore... Bon, les VRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est en place, mais ce n'est pas obligatoire. Où est-ce que ça coince? Non, alors... La première proposition de loi pour généraliser cette éducation sexuelle à l'école date de 1975. Donc, ça date quand même d'il y a un certain temps. Il a fallu attendre 2011 pour que ce soit inscrit dans le décret des missions de l'enseignement. C'est d'ailleurs suite à un lobbying du Centre d'Action Laïque, entre autres, et à la plateforme EVRAS que nous avons créée avec les acteurs de terrain. Depuis, on ne fait que pousser les politiques à faire en sorte que chaque élève, chaque jeune ait au moins une fois sur 12 ans de scolarité, une animation, ce qui n'est pas le cas. À Bruxelles, il y a 15% qui ont eu une fois une animation. Donc, vous imaginez bien que... C'est énorme. Oui, et puis par ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Il y a de la pornographie partout. Ils ont accès à des trucs qui sont d'une violence et qui mettent en fait dans leur tête une sexualité tellement stéréotypée qui est en plus inhibitrice pour eux, quoi. Oui. Et donc, on ne fait pas le travail là où il doit être fait, c'est-à-dire là où tous les enfants se trouvent, à l'école. Les outils sont là. Alors, il y a des outils, mais il faut, ardu, mais les outils il faut quand même aussi du personnel. Donc, il faut payer des personnes pour moyens. faire ce travail. Mais c'est toujours ce qu'on dit, vous savez, quand on fait de la prévention, en fait, on investit l'argent pour éviter les infractions, les problèmes, les agressions. Et cet argent, il est très bien investi, parce que ça coûte moins cher ça que de soi-disant essayer de réparer les viols, les agressions sexuelles et l'inceste et tout. Mais il faut une vision politique plus... C'est-à-dire que aussi, il faut un croisement des compétences, parce que les VRAS, c'est du côté régional, communautaire, on va dire. Hein. Et donc ça, ce n'est pas le gouvernement fédéral. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en tout cas pour la francophonie, c'est les mêmes au gouvernement wallon ou à la communauté française qu'au gouvernement fédéral. Donc ils doivent travailler ensemble, et ça on ne voit pas. Et c'est ça qui ne va pas, c'est que
si on nous disait on va punir les infractions sexuelles, mais on va mettre le paquet sur les VRAS pour que nos jeunes soient bien armés, pour qu'ils puissent vraiment savoir ce que c'est le consentement, comment ils font les choses et où ils peuvent finalement trouver des espaces pour s'émanciper à travers la sexualité, parce que c'est comme ça, en fait, la sexualité, c'est émancipateur, même si tout le monde n'est pas de notre avis, c'est en tout cas nous ce qu'on défend. Eh bien, on aurait alors ces deux branches sur lesquelles un État doit travailler, la prévention, la protection, et puis la pénalisation et la sanction. Voilà. Et il manque encore la réinsertion, parce que les agresseurs sexuels, ils doivent être soignés, et ce n'est pas en prison qu'ils vont l'être. Non, justement, et ce jeune dont vous parlez, qui va peut-être faire une année de prison, ne va pas en sortir grandi, évidemment. Anaïs, je voulais peut-être, pour terminer cette émission, il nous reste 2-3 minutes, est-ce qu'ailleurs, un modèle européen ou mondial est plus adapté que le nôtre, ou est-ce qu'on fait quand même figure d'avancée, parce que parler de sexualité dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, c'est encore moins évident. Où en sommes-nous juridiquement, notre place en Europe, par exemple? Alors, à chaque fois, je ferai un peu Anaïs. C'est des questions ardues, évidemment. Alors, c'est vrai qu'on voit certains qui plaident pour l'instauration en Belgique de différentes infractions, différentes avancées dans d'autres pays. Mais en réalité, souvent, quand on gratte un petit peu au-delà du terme de l'infraction, par exemple, on peut constater que c'est déjà pris en compte en Belgique. Par exemple, dans les auditions au Parlement, nous avons pu entendre, je pense qu'en Suède, ils ont créé une infraction de viol par négligence. C'est-à-dire les personnes qui n'auraient pas vérifié que leur partenaire consentait bien à la relation sexuelle. Bon, voilà, c'est une donnée. Et en réalité, quand on regarde même la pratique judiciaire actuelle et a fortiori le nouveau code pénal, ce serait déjà couvert par la définition du consentement, puisqu'il ne suffit pas que la personne ait cru que son partenaire ou sa partenaire consentait. Il faut un consentement. Donc nous, on y avait déjà pensé. On y avait déjà pensé, en effet. On est plutôt en effet. avancé alors sur cette voie, sur cette matière. Alors, je pense que des études d'ensemble manquent, puisque aussi chaque pays a un peu des spécificités. Mais c'est vrai que c'est une question très intéressante et il y a toujours sans doute de bonnes idées à aller trouver chez nos voisins européens. Bon, en grosso modo, cette réforme est très importante parce qu'elle va, comme vous disiez, Sylvie, envisager notre avenir sur plusieurs décennies. Donc, vous avez raison de vous battre. C'est des associations comme les vôtres qui font bouger les lignes. On espère en tout cas que on va vous écouter et que cela n'aura pas été vain. On vous reçoit dans quelques mois alors pour voir comment tout ça a été signé et appliqué. Je ne sais pas le timing de la... Bon, il veut avancer pour le mois de mars, je pense. Il voulait une entrée en vigueur au mois de mars, donc un vote final au mois de décembre. Au mois de décembre. C'est pour bientôt. On retient ça, on doit vous réinviter pour faire le résumé de tout cela. Alors, je voulais quand même parler d'un livre, Sylvie, avant de se quitter. Dites-nous, Le corps des femmes au prisme du droit. Oui, donc c'est une étude à partir de webinaires et d'analyses du droit belge pour voir comment le corps des femmes est pris dans le droit, alors que le corps des hommes, il ne l'est quasiment jamais. Et donc, c'est à la fois droit civil, droit pénal, droit sexuel et reproductif, avec là des interventions de juristes ou de personnes de terrain qui croisent finalement leur vision de comment, encore en Belgique aujourd'hui, il y a une différence dans le droit si on est un homme ou si on est une femme, et c'est malheureusement souvent au détriment des femmes. Bien sûr, à se procurer au Conseil des femmes francophones de Belgique avec site internet et numéro de téléphone en bas de votre écran pour ceux qui le souhaitent. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, évidemment. Merci beaucoup Anaïs Pire d'avoir été là aujourd'hui. Merci Sylvie Losberg de nous avoir éclairé sur ces questions. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir choisi de nous suivre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonne journée à tous.